Merci Aurélien, merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que en ce moment, je travaille plutôt sur les questions monétaires et financières, mais ce n'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que depuis 2 mois, au sein de l'Institut économique Molinari, eh bien, je suis retombée dans mes débuts, c'est-à-dire ceux qui m'avaient amené à écrire un livre sur les questions d'environnement. Et en particulier sur le principe de précaution, puisque depuis 2 mois, et en France, le processus s'accélère, et on a eu donc toutes sortes d'épisodes qui font qu'on peut voir que ce qui a commencé en 2005 avec l'insertion du principe de précaution dans la Constitution française, eh bien, prend du pas. Donc en fait, mon intervention aujourd'hui va s'insérer dans ce qui vous préoccupe pour cette université d'automne, à savoir liberté, confiance, comme disait Aurélien, et j'ajouterai responsabilité. Et ce que je vais essayer de vous montrer à travers 3 exemples de campagnes sensationnalistes menées dans les médias qui ont conduit à une nouvelle application du principe de précaution, comment en fait on peut totalement détourner la communication sur ces sujets, puisque sur le fond, ces applications sont erronées, parce que justement, il faut se réapproprier cette notion de développement durable. Et Aurélien, pareil, le mentionnait hier, et je me faisais cette réflexion que, effectivement, en aucun cas, la notion de développement durable appartient à ceux qui défendent l'intervention de l'État dans tous les domaines de l'économie. Le développement durable, comme la coopération, comme le collectif, c'est bien un vrai sujet de gens défenseurs de la liberté, de l'échange et donc de la prospérité. Et c'est ça que je vais vous montrer dans les différents exemples et comment être positif aussi, parce que c'est ça aussi, c'est comment être positif sur la gestion de l'environnement, sujet dont vous savez qu'il est véritablement dans les mains de ce que vous appelez peut-être vos opposants. Alors, mon propos étant posé, je vais passer directement donc juste quelques petits mots peut-être. Aurélien avait l'air de dire que tout le monde me connaissait, et je sais que tout le monde ne me connaît pas. Et donc je suis Cécile Philippe, effectivement, j'ai créé un institut il y a pratiquement 10 ans. Et donc on s'intéresse à toutes sortes de questions, celles dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi de finances publiques, réforme de la sécurité sociale, du système de retraite, etc. Donc on a publié sur beaucoup de sujets, et dont l'environnement. Alors maintenant, passons directement dans le vif du sujet, et parlons du premier cas qui a fait donc beaucoup de bruit dans les médias, celui des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Alors sachez que quand même si vous avez quelques notions donc de génie génétique, c'est donc une technologie qui s'est développée dans les années 70 et en particulier en France, sachez-le. Philippe G est un ingénieur qui travaillait sur le BT, ce fameux BT, là, le maïs BT, c'est maïs génétiquement modifié. Là, c'est made in France, hein, et c'est donc un chercheur français qui avait donc découvert qu'en insérant un gène résistant à la pyrale étant un parasite qui dévaste totalement les champs de maïs, et bien rendait ce maïs résistant. Et puis l'histoire a fait que finalement les OGM maintenant sont totalement interdits à la production en France. Mais néanmoins, dans les années 70, ça soulevait un énorme enthousiasme et donc des développements dans tous les sens. Et puis, première crise en 1999. Qu'est-ce qui se passe en 1999? Et vous allez pouvoir le voir dans les 3 cas que je vais évoquer. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire on a évidemment énormément d'études qui ont été publiées sur les OGM, qui continuent à être publiées, parce que de toute façon, les OGM, c'est des OGM, c'est-à-dire c'est des milliers maintenant de différents types d'OGM qui donnent lieu à des études sur tous les plans sanitaires, environnementaux. Enfin, on ne peut pas dire finalement les OGM, donc, mais il y a chaque OGM. Mais déjà en 99, vous avez un chercheur anglais, Arpad Pusztai, qui publie une étude dans The Lancet, donc une revue scientifique extrêmement réputée, et qui montre qu'un maïs génétiquement modifié aurait un impact sur la santé des rongeurs. Gros battage médiatique à l'époque, énorme battage médiatique, sauf que dans la foulée, et ce qui sera moins médiatisé, c'est que le Lancet lui-même publie
une critique très très véhémente des travaux en question, montrant que les protocoles n'ont pas été respectés, que l'étude pose toutes sortes de problèmes qui ne permettent pas d'amener aux conclusions auxquelles il était arrivé. Et le dit chercheur sera même licencié de l'institut de recherche dans lequel il est. Dans la même année, 1999, vous avez une autre étude qui, elle, focalise sur le papillon monarque. Si je les cite, ces études, c'est pas pour rien, c'est parce que quand on commence à s'intéresser aux EGM, comme nous l'avons fait au sein de notre institut, c'est que elles sont citées et recitées, et encore aujourd'hui par des médias qui n'ont pas l'air d'avoir réalisé que depuis, elles avaient été complètes, que ces études avaient soit été extrêmement relativisées, soit même complètement invalidées. Exactement, merci. Et donc, pareil, sur le papillon monarque. Mais alors là, l'auteur lui-même va considérer qu'effectivement, ces résultats étaient limités parce que finalement, dans les conditions réelles, le papillon ne se nourrit pas du fameux maïs BT. Et donc, il n'y a pas de problème. Il va pas mourir de cette consommation. Alors, nous, en France, on a eu nos fameux faucheurs d'OGM qui ont eux aussi eu leur lot de battage médiatique, etc. Et puis, récemment, je pense que vous avez tous vu ces magnifiques photos de ces rongeurs avec des tumeurs absolument monstrueuses. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'étais sur un plateau sur France 5 il y a à peu près 2 semaines et l'émission a commencé avec 2 minutes sur cette fameuse étude du professeur Seralini du CRIGEN, où vous voyez ces pauvres petits rongeurs, effectivement, complètement défigurés par des tumeurs absolument atroces. Donc le choc des images était extrêmement fort. Et vraiment, quand vous assistez au spectacle, comme j'ai pu le faire, c'est dramatique, vraiment. Vous êtes après le rôle que j'avais de dire mais attendez, c'est pas si simple, vous savez, la question des OGM c'est très complexe. C'est pas juste des rongeurs avec ces tumeurs. Bon, on galère, hein, c'est difficile. Mais donc cette fameuse étude de Seralini, pareil, c'est extrêmement intéressant parce que battage médiatique, enfin phénomène médiatique absolument phénoménal, splendide, un vrai exemple du genre. Je n'avais pas encore assisté à quelque chose d'aussi, parce qu'en 99, vous voyez, j'avais pas assisté au lancement de cette étude de Putzai, mais alors là, j'ai assisté au lancement de l'étude de Seralini. C'est un succès médiatique phénoménal. Alors évidemment, il y a Internet, heureusement, parce que le même jour, vous avez des scientifiques, je pense que c'est la première étude critique des OGM qui soulève autant de critiques le jour de son lancement dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est pas en France que les chercheurs se sont dressés contre cette étude, mais alors les Américains, les Allemands, les Suisses, tout le monde s'est dit mais c'est quoi cette étude, quoi. Bon, et puis le 4 octobre dernier, vous avez l'autorité sanitaire européenne qui l'a retoquée. Pour exactement les mêmes raisons que celles d'Arpad Putzai dont je parlais. Et hier, en fait, vous avez 6 académies, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences et 4 autres qui ont critiqué de A à Z l'étude en disant que c'était un scandale absolu d'avoir osé lancer une étude pareille. Donc c'est un gros phénomène, sauf que ça ne sera pas aussi médiatisé. Ce qui veut dire que l'impact auprès de l'opinion publique est très fort, au point que donc vous avez des gens qui vous disent qu'effectivement, mais à quoi bon les OGM? Ça sert à quoi? Pourquoi s'embêter avec cette technologie? Parce que vraiment les risques sont trop élevés. Et alors pourquoi je vous décris ça? Parce qu'en fait entre 99 et 2012, ce type de battage médiatique, c'est-à-dire d'études scientifiques qui donnent lieu à des médias, eh bien en fait a complètement orienté l'agenda politique. Puisque en 99, pour rappel, l'Union européenne, sous pression des Français notamment, enfin de l'État français et de quelques autres États, décide donc un embargo sur toutes les nouvelles autorisations d'OGM. Donc ça, c'est 99, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle directive européenne en 2001. Mais en France, la production d'OGM reste interdite. Et je ne sais pas si vous en avez le souvenir, mais en 2010, l'Union européenne qui justement, on parlait de l'Europe, est-ce qu'il faut plus d'harmonisation ou plus de décentralisation? Mais là, en l'occurrence, le fait qu'il y ait des États qui sont favorables au développement de la technique du génie génétique font pression évidemment sur les autorités européennes, et de ce fait, l'Union européenne a été obligée
d'autoriser la production d'un nouvel OGM qui est celui d'une pomme de terre génétiquement modifiée, mais qui, elle, immédiatement a suscité en France une réaction de la secrétaire d'État à l'écologie de l'époque, qui était Chantal Jouanneau, en disant non, il nous faut une nouvelle étude, c'est n'importe quoi, on ne peut pas lancer ce nouvel OGM, et donc rebelote une nouvelle étude, parce que alors, à chaque fois que vous avez des études, il faut en refaire tant qu'elles n'aboutissent pas aux conclusions auxquelles notamment un certain nombre de groupes d'activistes voudraient qu'on arrive. Parce que ce qui se joue aujourd'hui en France, pour les militants de la Confédération paysanne, pour les militants du CRIGEN, le CRIGEN, je vous le rappelle, a été créé par Corinne Lepage, qui était ministre de l'Environnement et qui souffrait du fait de ne pas avoir d'études scientifiques lui permettant d'appliquer le fameux principe de précaution. Donc elle avait besoin d'un support scientifique pour dire maintenant on applique le principe de précaution, on interdit la production en France, et l'objectif maintenant, c'est plus l'interdiction en France, c'est l'interdiction au niveau européen de toute nouvelle autorisation et surtout d'importation. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc vous voyez le lien entre des études scientifiques qui sont produites, qui sont relativement minoritaires, qui sont extrêmement médiatisées et qui vont donner lieu, sous pression de peur suscitée au sein de l'opinion publique, eh bien, une modification de l'agenda politique. Alors je passe maintenant au deuxième cas qui m'a beaucoup occupé au cours des dernières semaines, que vous connaissez peut-être moins que les OGM, parce qu'il est un peu moins médiatisé, mais quand même néanmoins présent. C'est le cas du bisphénol A. Le bisphénol A, c'est moins sexy. C'est quoi? Le BPA, le fameux BPA. Alors, c'est un gros contenu émotif, puisque c'est quand même... il a été interdit dans les biberons. Donc, vous avez pu peut-être voir ces images de la femme qui donne un biberon à son enfant, une femme enceinte, etc. Donc, c'est gros contenu émotif. Et là, pareil, vous avez exactement le même phénomène que dans le cas des OGM, c'est-à-dire quelques études scientifiques. Parce qu'il faut bien savoir que le BPA, quand même, on a un énorme recul. C'est-à-dire que ça fait plus de 50 ans que le BPA existe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est contenu dans tous les produits polycarbonates, c'est-à-dire les plastiques souples et rigides, mais et aussi dans les DVD, les CD, les voitures, enfin bref, il y en a partout. Et les tickets de caisse, par exemple, aussi. Mais c'est aussi contenu dans tout ce qu'on appelle les résines époxy. Les résines époxy, ce sont ces vernis, en fait, qui permettent d'isoler nos aliments, donc les boissons par exemple, le coca, dans les canettes, dans les boîtes de conserve, ça permet d'isoler en fait les aliments de leur contenant. Et donc ça a une importance très importante. C'est très important en termes de contamination alimentaire. Et y compris dans les boîtes, dans les bocaux, vous savez, en verre, le couvercle contient aussi du BPA. Donc là, vous avez des études depuis 50 ans qui sont menées sur les effets du BPA, puisque le BPA avait même été considéré par l'industrie pharmaceutique pour être utilisé comme médicament. Ils ont finalement abandonné la chose. Mais néanmoins, donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est étudié par toutes sortes d'industries. Et finalement, ça a été adopté dans l'industrie agroalimentaire. Et dans les 10 dernières années, vous avez quelques études qui, pareil, ont commencé à apparaître, qui ont été fortement médiatisées et qui ont amené, par exemple, le Canada, en 2008, à interdire le BPA dans les biberons. En 2010, c'est l'Union européenne qui décide de l'interdire à son tour. Mais néanmoins, vous avez oui, puis c'est là où je voulais en venir, c'est que l'autorité sanitaire des aliments en France, l'ANSES, a été chargée de faire une évaluation des effets du BPA. Ce qu'elle a fait, elle a rendu ses conclusions en 2011, et 2 semaines après, alors même que les conclusions étaient totalement non concluantes, c'est-à-dire en aucun cas, dans tout ce qui avait été étudié, il ne pouvait être montré qu'il y avait un risque avéré. Néanmoins, les pouvoirs publics, sous pression toujours de cette médiatisation d'articles dans Le Monde qui vous disent que le BPA tue, que c'est extrêmement risqué sur le plan sanitaire, etc. Eh bien, finalement, application immédiate du principe de précaution avec, en février 2011, le Parlement français qui vote l'interdiction du BPA, suivi du Sénat, là, le 9 octobre dernier, donc il y a quelques jours, quelques semaines, le Sénat
qui a voté son interdiction pour le 1er janvier 2015 et qui l'étend en plus, non plus simplement aux contenants alimentaires, mais aussi à tous les matériaux médicaux. Donc très très large spectre. Et alors que, en fait, aujourd'hui, toutes les études, toutes les autorités sanitaires, y compris l'ANSES, l'EFSA au niveau européen, les autorités sanitaires canadiennes, qui en septembre de cette année ont réitéré le fait qu'ils n'étendraient pas l'interdiction à tous les contenants alimentaires parce que, en fait, dans les conditions d'utilisation réelle du BPA, il n'y a pas de risque. Et bien, néanmoins, nous, on en est déjà, en France, à l'interdiction, nouvelle application du principe de précaution, alors que, en fait, ce dont on parle, il faut bien se dire ça, c'est qu'on parle de crise sanitaire virtuelle. On ne parle pas de crise sanitaire réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, comme dans le cas de ces fameuses graines germées bio, vous vous en souvenez peut-être, qui ont causé 30 décès. On n'en est pas là. Il n'y a aucun décès. C'est-à-dire que le BPA, ça fait 50 ans que c'est utilisé, 50 ans que c'est étudié, et aujourd'hui, on n'est pas encore capable, dans l'état des connaissances actuelles, de montrer un lien réel entre l'utilisation du BPA et des décès. Donc ça, c'était le deuxième exemple dont je voulais vous parler. Et maintenant, je vais vous parler d'un troisième exemple qui est particulièrement intéressant parce que là, il se déploie d'une façon, je dirais, encore plus sournoise, plus pernicieuse, parce que ce n'est pas une application directe du principe de précaution en France, pas encore. Par contre, au niveau européen, il y a un processus qui avance. Mais je vais vous parler de l'huile de palme. L'huile de palme... pour info, moi je sais que je me souviens d'être allée en chercher avec ma mère quand j'avais 15 ans et on n'en trouvait que dans les magasins bio. Et maintenant, l'huile de palme, c'est l'ennemi numéro 1 des environnementalistes. Et là, pareil, des campagnes absolument magnifiques, médiatiques. La première, c'est celle de... C'est récent, hein, l'huile de palme, la lutte contre l'huile de palme. Enfin, les mouvements anti-huile de palme sont beaucoup plus récents que... Enfin, avec le BPA, c'est finalement relativement proche. Mais donc, l'huile de palme, c'est Greenpeace 2010 qui lance une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. En tout cas, sinon, il faut que vous alliez la voir parce que c'est quand même un grand moment de peur que vous faites. Enfin, je dirais que c'est gore. Parce que vous avez donc un employé qui s'ennuie mortellement sur ces fameux open space et qui se dit que pour se soulager, il va manger une barre chocolatée Kit Kat. Donc Kit Kat, c'est Nestlé. Et donc il ouvre sa barre. Et qu'est-ce que vous découvrez? Non pas une barre recouverte de chocolat, mais le doigt d'un orang-outan. Et cet employé, sans aucune hésitation, le mange et le sent de gicler partout. Et c'est vraiment, voilà, si on connaissait pas les conséquences de ce type de vidéo, on se dirait mais ils se foutent de nous, quoi. C'est un gag. Et ben non, c'est pas du tout un gag parce qu'en fait cette vidéo va être visionnée plus de 1 500 000 fois, va susciter 200 000 emails de protestation chez Nestlé, si bien que Nestlé va modifier son processus de décision interne, c'est-à-dire qu'ils vont décider de ne plus collaborer avec un de leurs principaux fournisseurs indonésiens. Parce que qu'est-ce qu'on reproche et qu'est-ce que les mouvements environnementalistes reprochent à l'huile de palme? Eh bien, c'est celle notamment d'avoir un impact sanitaire, j'y reviendrai, mais surtout de provoquer des déboisements en Malaisie et en Indonésie, qui sont donc les principaux producteurs aujourd'hui d'huile de palme. Et par conséquent, en plus du déboisement et des émissions de gaz à effet de serre que cela provoquerait, ça aurait aussi un effet sur la biodiversité. Donc vous avez Greenpeace d'un côté. Là, septembre dernier, une nouvelle étude de Greenpeace de nouveau et du Auckland Institute qui s'intéresse aux conditions d'investissement dans l'huile de palme au Cameroun. Et vous avez aussi le World Wildlife Fund qui est sur ce front avec leur fameux scorecard qui en fait reprend 132 enseignes de distribution française et les classe en fonction de leur responsabilité sociale en matière d'huile de palme. Bon, mais résultat, pareil, vous avez donc dans ce cas-là, une insertion des groupes environnementalistes dans le processus décisionnel des entreprises, puisque donc Nestlé va modifier ses contrats. Vous avez Carrefour
qui annonce qu'il arrêtera d'utiliser l'huile de palme non certifiée. Vous avez Casino qui, pareil, décide de supprimer pour des raisons sanitaires l'huile de palme de tous ses produits distributeurs. Et pour tous les autres produits, parce que l'huile de palme n'est pas seulement utilisée dans les produits de consommation, mais aussi dans des produits type crème solaire, etc. Et bien là, d'utiliser de l'huile de palme certifiée conforme. Et puis, vous avez aussi Super U. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Casino, l'année dernière, avait lancé donc une pub. L'huile de palme, c'est nul. Casino numéro 1 contre l'huile de palme. Ensuite, vous avez le système U, qui était donc que les producteurs ivoiriens ont poursuivi pour diffamation suite à leur pub justement anti-huile de palme. Donc vous voyez ce phénomène, sachant que donc ça c'est en France et qu'au niveau européen, parce que ce qui se joue dans le contexte de l'huile de palme, c'est pas l'interdiction de l'huile de palme totale, c'est le contrôle des producteurs d'huile de palme. Le contrôle par les groupements environnementalistes qui, au niveau européen, sont en train d'essayer de faire passer une obligation de certification de l'origine de l'huile de palme qui serait donc labellisée, ça ne sera pas labellisé Greenpeace, mais en gros c'est ça, puisque ce sont ces groupes-là qui vont décider si tel producteur est un bon producteur ou tel autre ne l'est pas, etc. Donc vous avez donc ce processus qui s'opère. Donc ces 3 exemples, et ils ne sont pas exhaustifs parce que j'aurais pu vous parler de plein d'autres exemples d'application du principe de précaution, ça illustre un processus d'accélération, vous voyez, dans cette réglementation ou re-réglementation de pans entiers de l'économie. Hein. Là, on est sur des entreprises qui contribuent énormément à nos niveaux de vie et qui en fait, quand on est un peu néophyte, parce que vous voyez, quand moi j'ai vu cette étude sur les OGM de Serralini tomber, je me suis dit, waouh, bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que forcément, on ne peut pas rester indifférent à une étude aussi, qui communique de façon aussi efficace, qui a l'air d'être aussi péremptoire et sûre dans ses conséquences. Et c'est vrai, on ne peut pas sous-estimer le fait que les OGM sont créés par des êtres humains. Donc il y a une responsabilité extrêmement importante, individuelle, derrière ces innovations, si elles le sont vraiment, parce que l'innovation, finalement, on le sait une fois qu'elle a été mise en place et qu'elle produit des effets positifs. Donc, on ne peut pas juste prendre une nouvelle étude à la légère, il faut évidemment la considérer. Or, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on s'intéresse à ces fameuses études, elles se révèlent extrêmement avant tout militantes plutôt que scientifiques. Et donc, elles nous amènent toujours à voir les problèmes d'une technologie sans comprendre pourquoi cette technologie a été développée et pourquoi elle peut contribuer à un mieux-être. Parce qu'en fait, les 3 cas dont je vous ai parlé, et je vais reprendre avec vous, je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing, mais je voudrais reprendre avec vous ces 3 exemples et vous montrer qu'en fait, à travers juste quelques produits, on peut voir tout le processus d'innovation graduelle d'une société fondée sur des entreprises responsables et en concurrence, et comment tout cela peut contribuer à une diminution de l'impact environnemental, à une amélioration de nos conditions sanitaires, des conditions économiques, et donc sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, toutes ces technologies, tous ces produits contribuent à leur manière, à la marge, comme on dit, mais finalement, on est dans des économies où tout se fait à la marge. C'est-à-dire que les grands progrès ne se font que sur 50 ans parce que vous avez dans tous les secteurs de l'économie, dans toutes les activités individuelles, des améliorations qui font qu'au bout du compte, on est capable de nourrir 6 milliards d'individus, on est capable de développer des technologies comme les portables ou comme l'Internet, parce que finalement la production agricole est confinée à un secteur de l'économie qui n'a plus besoin d'occuper autant de main-d'œuvre, etc. Donc, vous voyez, la configuration économique, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, on reproche souvent aux libéraux de ne s'intéresser qu'à l'économique, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, l'économique, c'est aussi le social, c'est aussi l'environnemental, c'est aussi la santé, parce que finalement,
l'environnement, c'est l'environnement économique, c'est l'environnement humain, c'est le bonheur. À chaque fois qu'on contribue à améliorer nos conditions, on dégage du temps pour faire d'autres choses, etc. Donc, aucun progrès ne doit être considéré comme donné et comme tout à fait évident, parce que ce n'est jamais évident. Et si on continue à progresser, c'est parce qu'il y a toutes ces incrémentations progressives à tous les niveaux. Et donc, je vais reprendre avec vous les différents exemples, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas, et peut-être que ça va vous donner des arguments, et surtout vous montrer en quoi ce processus se fait, évolue, etc. Donc, je vais vous parler de l'impact économique des OGM, du bisphénol A, de l'huile de palme, l'impact environnemental, l'impact sanitaire, et puis je conclurai. Alors donc, pour vous parler d'abord de l'impact économique, revenons aux OGM. Alors, moi, je me souviens de cette maquilleuse qui me disait, mais les OGM, on s'en fout, quoi. Regardez, on a tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, faut arrêter de courir après toujours des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Enfin, on n'en a pas besoin des OGM. Ok, mais les OGM sont des gains de productivité. Alors, c'est sûr que dans nos pays développés, on peut se dire que les gains de productivité, c'est pas si important que ça. Mais enfin, il y a encore beaucoup de pays en développement qui aimeraient bien avoir ces gains de productivité. Et vous avez une chercheuse au Kenya qui soulignait à quel point pour eux le développement d'OGM c'était extrêmement important, parce que dans les pays développés, dans les pays sous-développés et les pays tropicaux, vous avez des sols acides. Les sols acides, ça peut être 80% de productivité en moins. Or, vous avez des OGM qui, justement, aujourd'hui, visent à créer des espèces résistantes, capables de survivre dans des sols acides, capables de survivre avec moins d'eau, capables de survivre à toutes sortes d'attaques bactériennes ou virales. Vous avez aussi, nous, dans les pays développés, des OGM qui sont développés pour résister à des insecticides, qui donc permettent de faciliter grandement la tâche des agriculteurs, puisque je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais effectivement, les agriculteurs, quand il faut semer, doivent épandre des pesticides avant. Enfin, c'est tout un phénomène complexe que certains OGM peuvent résoudre. Il ne s'agit pas de dire que c'est la panacée, hein, c'est toujours pareil. C'est un élément en plus qui peut permettre d'améliorer les choses. Ensuite, si on parle du bisphénol sur le plan économique, si le bisphénol s'est imposé comme isolant, notamment dans les canettes et pour les produits alimentaires, c'est pas non plus un hasard. C'est d'ailleurs pas le BPA, c'est pas un produit chimique qui est le moins cher du tout. Il a remplacé des produits qu'on appelait les oléorésines, qui étaient moins coûteuses. Mais en fait, c'est un produit génial parce qu'il est extrêmement flexible d'utilisation. Il peut être utilisé pour tous les types d'aliments, notamment les aliments acides. Vous voyez, par exemple, le BPA, ça a été très facile de le supprimer des biberons ou de le supprimer des petits pots pour enfants. Très facile. Pourquoi ? Parce que la nourriture pour enfants, il n'y a rien dedans. C'est hyper neutre, pas d'acidité, pour rien. Mais dès qu'on rentre dans des catégories de produits du type les tomates, du type tout ce qui est un peu acide, cornichons, etc., vous avez besoin de produits qui sont qui sont totalement différents de ce qu'il faut pour des purées de pommes de terre. Et donc, le BPA, l'avantage, c'est que c'est multispectre. Vous pouvez l'utiliser pour le coca, qui est super corrosif, pour la tomate, pour la pomme de terre, les petits pois, etc. Donc, c'est extrêmement bien. Et puis, surtout, du point de vue du consommateur, c'est que ça n'altère absolument pas le goût des aliments. Donc, élément extrêmement important. Donc, c'est pas un hasard si ce produit s'est retrouvé partout dans un certain nombre d'aliments. Quant à l'huile de palme, eh bien, l'huile de palme, c'est un produit génial parce qu'en fait, elle présente énormément de calories par rapport à la quantité. Et donc, elle est extrêmement efficace, extrêmement économique aussi parce que c'est celle qui coûte le moins cher. Elle coûte le moins cher. Pourquoi ? Parce qu'elle est développée dans des pays qui ont un avantage comparatif à le faire. Les pays du sud-est asiatique et d'Amérique du Sud et l'Afrique un petit peu, eux ont des conditions climatiques idéales pour faire pousser le palmier à huile. Et puis aussi, ils ont un coût du travail bien moins élevé que celui de nos pays, ce qui fait que ça en fait une source d'énergie extrêmement efficace. Vous voyez, ça c'est sur le plan économique.
Alors, la séparation que j'ai fait économique, impact économique, impact environnemental, impact sanitaire, c'est un peu arbitraire, hein, mais c'est pour bien vous mettre en exergue comment on peut voir les différents aspects d'un produit, puisque maintenant je vais vous parler de l'impact environnemental, qui est peut-être ce qui peut vous intéresser le plus, parce que c'est là où on a le plus d'arguments, je trouve, en tant qu'économiste, ou en tant que libéral, enfin, en tant qu'individu dans le combat qu'on veut mener. Eh bien, les OGM, l'huile de palme et le bisphénol, eh bien, ça améliore aussi notre environnement. Ça va vous paraître peut-être provocateur, mais moi je l'affirme, de la même façon que j'affirmais que le bilan des OGM aujourd'hui était positif. Eh bien, parlons de l'huile de palme. L'huile de palme a cette caractéristique de permettre des rendements absolument phénoménaux. Pour vous donner un exemple, c'est que l'huile de palme, le palmier à l'huile, c'est 3,72 tonnes par hectare. Et si on le compare au soja, on tombe à 0,4 tonnes par hectare. Et si on parle du colza, 0,772 exactement tonnes par hectare. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'en fait, sur une surface donnée, sur laquelle vous plantez des palmiers à huile ou du colza ou du soja, vous allez avoir, dans certains cas, 10 fois plus de matière grasse que le soja et 5 fois plus que le colza. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut véritablement argumenter que, en produisant de l'huile de palme, on économise des terres arables. Parce que finalement, si on fait des projections, et certains l'ont fait, donc je vais simplement les répéter avec vous, si en 2050 on a 9,5 milliards d'individus, que la consommation d'huile végétale se poursuit sur les mêmes tendances qu'actuellement, il faudra compter à peu près 25 kilos par individu. Pour produire ces 25 kilos, eh bien, il faut 80 à 95 millions d'hectares supplémentaires non, c'est 17 à 19 millions d'hectares supplémentaires de palmiers à l'huile, et puis on passe à 90 millions dans le cas du colza. Vous voyez? Donc, c'est totalement différent. Et puis, pour vous parler de la Malaisie, puisque c'est quand même ces deux pays, Malaisie et Indonésie, qui sont toujours dans le collimateur des mouvements environnementalistes et qui vous disent arrêtez d'acheter l'huile de palme de la Malaisie, arrêtez d'acheter l'huile de palme de l'Indonésie, parce que ces gens sont destructeurs de biodiversité et d'environnement. Et on peut leur répondre, oui, mais attention, ces gens-là, vous voyez, entre 1975 et 2011, ont certes multiplié le nombre de surfaces cultivées par 5, mais ils ont augmenté la production par 16. Donc grâce à eux, grâce à cette production extrêmement efficace dans des pays qui ont les conditions climatiques idéales pour ce type de production et les coûts aussi les plus adaptés, eh bien, ils nous permettent d'économiser des terres par ailleurs. Si on passe aux OGM, on arrive exactement à ce type de conclusion aussi. C'est-à-dire que les OGM permettent des gains de productivité, et en permettant des gains de productivité, eh bien, ils permettent évidemment d'avoir à cultiver moins de terres. Parce que là aussi, il y a des exercices qui ont été faits par un chercheur, Denis Avery, qui calculait que si le niveau de productivité aujourd'hui était celui de 1950, eh bien, pour pouvoir nourrir la population actuelle, il aurait fallu mettre en culture toutes les zones sauvages des États-Unis, de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on fait des gains de productivité, à chaque fois qu'on améliore le niveau de production, eh bien, c'est autant de terres en moins qu'on va avoir à cultiver. Et d'ailleurs, dans le cas des OGM, c'est aussi ce qu'on peut leur trouver comme bénéfice, c'est qu'elles permettent une gestion beaucoup plus raisonnable des déchets. Puisque vous avez certaines entreprises qui, en intégrant un OGM, vont pouvoir réduire de moitié le nombre de procédés, utiliser moins de produits chimiques, utiliser moins d'eau, utiliser moins d'énergie. Donc, au bout du compte, vous avez aussi un effet environnemental bénéfique. Quand vous avez la pomme de terre Amflora, sachez que la pomme de terre Amflora, que j'ai mentionnée au début de cette conférence, a été développée par la société BASF. Cette société a mis plus de 10 ans à obtenir l'autorisation de sa production en République tchèque, Suède et Allemagne. C'était ce dont je vous parlais en 2010. Ils ont finalement obtenu l'autorisation en 2010. Sachez que
ils ont finalement décidé de ne pas la développer parce que finalement c'était trop long, le processus a été trop long et donc finalement ils ont carrément abandonné l'Europe, hein, cette société, ils développent plus en Europe. Mais c'était rationnel aussi de vouloir développer cette pomme de terre parce qu'en fait, elle a été développée à des fins industrielles parce qu'en fait la pomme de terre comporte deux types d'amidon et il y en a un qui est particulièrement efficace pour donner de la résistance au béton, pour rendre les colles plus collantes, etc. Et donc en produisant cette pomme de terre qui ne faisait plus qu'une sorte d'amidon et plus l'autre, vous aviez besoin de planter beaucoup moins de pommes de terre puisque vous avez des pommes de terre qui font exactement ce dont vous avez besoin. Donc c'est toujours pareil, vous êtes dans un processus économisateur d'une certaine façon des ressources. Donc de ce point de vue-là, les OGM participaient aussi de ces phénomènes. Passons maintenant à l'impact sanitaire. Alors l'impact pour la santé, puisque donc on a reproché donc aux OGM d'être potentiellement mauvais pour la santé, mais on oublie aussi de dire que les OGM c'est aussi des OGM par exemple qui suppriment du riz la globuline, c'est-à-dire des OGM hypoallergéniques qui permettent de supprimer des agents allergiques pour certaines personnes. C'est aussi le fameux OGM riz doré qui comprend de la bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A dont les enfants dans les pays en développement manquent tant. Et puis les OGM surtout, c'est l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ça fait des années et des années que tous les diabétiques sont sauvés grâce à une bactérie qui est génétiquement modifiée. Parce qu'avant, l'insuline était faite à partir du pancréas de foie ou de porc, qu'il fallait purifier, et qui était extrêmement mal accepté par nombre de diabétiques qui, en général, au bout de certaines années, devaient simplement arrêter leur traitement à l'insuline, ce qui est le seul traitement connu aujourd'hui pour les diabétiques. Et en général, ça se solde dans ces cas-là par des amputations et puis par la mort. Donc c'est pour ça, moi j'ose dire que le bilan des OGM sur le plan sanitaire est positif parce qu'aujourd'hui ils sauvent des vies concrètement. Les anti-OGM passent leur temps à nous dire attention les OGM parce qu'il y a des risques potentiels et franchement je l'entends ça. Mais moi ce que je vois c'est qu'il y a aussi des gens qui sont sauvés par un certain type d'OGM. Donc vouloir mettre le génie génétique à la poubelle parce qu'on a peur, c'est un vrai risque. Et puis, si on veut parler donc, de l'impact sanitaire du bisphénol, parlons-en, puisque donc, aujourd'hui, le BPA est interdit en France à partir du 1er janvier 2015. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver des substituts au BPA. Et comme je vous disais, le BPA, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est multispectre, etc. Or, quand vous lisez les travaux des spécialistes sur le sujet, par exemple, pour développer des résines époxy, il faut entre 5 et 8 ans. 3 ans pour la conception du vernis, 2-3 ans pour les tests, et puis après 2 ans pour la commercialisation. Vous voyez, 2015, c'est l'année, c'est demain, quoi. Et on n'a pas 8 ans pour développer des nouveaux vernis qui, aujourd'hui, n'ont jamais été utilisés à grande échelle et sur des grandes populations. Donc, finalement, vous voyez, au nom du principe de précaution, on demande en tout cas à des entreprises d'arrêter d'utiliser un produit qu'elles utilisent depuis 50 ans, à propos duquel il n'y a pas de victimes avérées, pour le remplacer par des substituts sur lesquels, finalement, on a vraiment, pour le coup, moins de recul. Et d'ailleurs, c'est déjà, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, la question est déjà en train d'arriver, puisque, par exemple, au Japon, vous avez des entreprises qui, sans interdiction, ont décidé de le supprimer, notamment dans les canettes, et qui l'ont remplacé par le polyéthylène pérphtalate, le PET, le fameux PET. Je ne sais pas si vous avez vu ce terme. Donc, ils ont choisi de le faire, mais voilà. Déjà, vous avez de nouvelles études qui sortent sur l'impact négatif du PET qui serait beaucoup plus persistant dans l'environnement. Ensuite, vous avez en France ceux qui ont déjà décidé de le supprimer des tickets de caisse. Je ne sais pas si vous savez que maintenant, quand vous retournez vos tickets de caisse, vous voyez sans bisphénol A, sans BPA. Eh bien, sachez que maintenant, vous n'avez plus du BPA, mais vous avez du BPS.
c'est-à-dire du bisphénol S. Eh ben, le bisphénol S, c'est pareil, c'est pas sans aucun risque, on n'a pas beaucoup de recul. Donc, en fait, c'est relativement équivalent. Mais c'est relativement équivalent sur les risques potentiels, dont le principe de précaution se prévaut, mais sans le recul qu'on a par rapport au BPA. Et puis ensuite, vous avez le retour des oléorésines. C'est-à-dire ces fameuses résines qui étaient utilisées avant l'introduction du BPA, avec tous les problèmes qu'elles posent, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de conserver, par exemple, les aliments aussi longtemps. Elles ne sont pas aussi résistantes à la corrosion. Donc, vous voyez, moi, je veux pas me faire le défenseur des OGM, le défenseur du BPA, le défenseur de l'huile de palme. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que on est face à des problèmes complexes. Très complexe, parce que là en plus ce que j'ai décrit, c'est extrêmement simplifié, hein. Vous voyez, moi je suis pas une scientifique du BPA, je suis pas une scientifique des OGM. Quand je me suis intéressée au changement climatique, j'étais pas une scientifique du changement climatique. Mais en fait, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, on se rend compte que finalement les questions sont extrêmement complexes, qu'elles sont simplifiées, mais complètement, je veux dire, mais over-simplifiées dans ces fameuses campagnes médiatiques, qu'elles instrumentalisent nos peurs, peurs qui, par ailleurs, je le reconnecte à ce que j'appelle la grande vision économique, c'est que les Français sont morts de peur. Alors, ils ont été traumatisés par le scandale du sang contaminé, par celui de la vache folle, par l'amiante. Donc, vous voyez, il y a déjà un contexte, il y a déjà, je veux dire, le terreau pour la peur. Mais alors, en plus, comme dans le domaine des finances publiques, comme le domaine de tout le reste, les gens sont progressivement déresponsabilisés, on leur prend de plus en plus de leur pouvoir d'achat. Enfin, on est dans un contexte effectivement extrêmement propice à ce que j'appellerais tous les marchands de peur, parce qu'aujourd'hui l'avenir est particulièrement difficile à envisager et les gens sont extrêmement préoccupés avec raison, et donc il suffit d'avoir une campagne médiatique efficace et extrêmement effrayante pour que tout le monde, surtout quand on n'est pas spécialiste et surtout quand on n'a pas le temps aussi de faire les recherches qui restent accessibles sur le net. Donc le message final que je voulais faire passer dans cette conférence et auprès de vous, c'est qu'en fait, le principe de précaution, dans sa version soft, huile de palme, ou dans sa version véritablement radicale, et qui est de plus en plus utilisée, n'est pas un bon principe de gestion du risque. Et que dans vos campagnes sur le terrain, il faut garder cet élément en tête et bien se dire que le développement durable, ça ne doit pas passer par le principe de précaution. Et pourquoi ? Parce que le principe de précaution, ça a un biais très important. C'est que finalement, en tant qu'individu, pour vivre, il faut agir. Et donc, il y a des risques à l'action, mais il y a aussi des risques à l'inaction. Et que quand on n'agit pas, on se prive aussi des vertus de tout ce qu'on n'a pas laissé apparaître sur le marché, de toutes ces innovations qui auraient pu apparaître. Donc le risque, c'est soit d'aller trop vite et de laisser passer trop de mauvais produits, soit d'aller trop lentement et de ne pas avoir toutes ces innovations qui nous permettraient de résoudre nos problèmes quotidiens. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Est-ce qu'on se fie au principe de précaution ? Ou est-ce qu'on se fie au principe de responsabilité ? Et voilà la différence que moi je vais faire, c'est que le principe de précaution, il est dans les mains de personnalités politiques. Et les personnalités politiques, ce qu'elles craignent avant tout, c'est évidemment le scandale. Le scandale médiatique, virtuel ou réel. Parce que alors, quand il est réel, là vous avez les têtes qui tombent et évidemment c'est le drame. Or, quand vous interdisez un produit, vous n'avez pas de victimes. Vous ne les verrez jamais, les victimes qui n'ont jamais eu accès à ce médicament qui aurait pu sauver leur vie, à ce riz qui aurait pu améliorer leur carence en vitamines. Vous ne les avez pas, les victimes. Elles ne sont pas là pour venir faire une manifestation. Par contre, et donc c'est beaucoup plus facile pour des autorités publiques de supprimer un produit ou d'interdire un produit. Alors que dans une entreprise, vous n'allez pas du tout avoir ce même phénomène. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une entreprise
elle est sujette à la responsabilité. Hein. C'est inscrit dans le code civil. Donc, si vous causez des dégâts, eh ben, vous devez vous en être responsable. Et donc, il y a évidemment une résistance très forte au sein des entreprises pour éviter tout scandale sanitaire réel en particulier. Et puis, elles investissent des milliards et des milliards dans leur réputation. Vous voyez, c'est pas. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que le cas de l'huile de palme, c'est exemplaire en la matière. Les enseignes de distribution, Nestlé qui reçoit 200 000 emails de protestation, qu'est-ce qui se dit? Mais ma réputation est en jeu. Donc ma réputation dans laquelle j'investis depuis des décennies et des décennies, je ne peux pas laisser faire ça. Donc j'arrête. Donc cette entreprise a décidé d'arrêter de négocier avec son producteur numéro 1 en Indonésie. Donc vous voyez, ce phénomène de réputation est extrêmement important. Et puis, l'autre élément, c'est que certes, la réputation est importante, mais l'immobilisme dans une entreprise, ça coûte très cher aussi. Parce que si vous vous immobilisez, mais que votre concurrent fait mieux que vous, eh bien vous êtes mort. Donc en fait, vous avez une sorte de dialogue permanent au sein d'une entreprise qui s'instaure et qui fait que vous allez avoir les acteurs de l'immobilisme face aux acteurs de l'action. Et de ce dialogue doit sortir eh bien, quand même un certain type d'innovation qu'on espère évidemment prudente et qui, si elles ne l'étaient pas, seront de toute façon sanctionnées. Et c'est ça, c'est très très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le scandale du sang contaminé, il n'y a eu aucune responsabilité réelle. Il n'y a pas eu, je veux dire, Laurent Fabius aujourd'hui, vous savez où il est. Donc, vous voyez, il y a vraiment une différence entre une décision publique et une décision privée. Et donc, pour terminer, ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est bien dans le meilleur des mondes au sein des entreprises. C'est pas vrai. La chose pour laquelle aujourd'hui il faut se battre, c'est véritablement la responsabilisation des entreprises et la concurrence. C'est-à-dire que si on n'a pas ce phénomène concurrentiel qui oblige les entreprises à innover et ce principe de responsabilité qui les oblige à être responsables, évidemment, là, on va véritablement avoir des problèmes. Et quand vous avez des groupes comme le CRIGEN, comme le Greenpeace, etc., ou plutôt les faucheurs d'OGM qui détruisent des plants d'OGM, qu'est-ce qu'ils font? Au bout du compte, ils détruisent la concurrence parce que les Monsanto peuvent résister à ce type de campagne de dénigrement. Ils ont la capacité financière de réagir. Mais vous croyez que Syngenta, etc., enfin encore Syngenta c'est gros, mais vous avez plein de petits acteurs, plein de petits producteurs qui ont tout simplement disparu de la sphère française en matière de génie génétique du fait de ces fauchages et du fait de ces campagnes de dénigrement. Elles ne pouvaient pas résister. Donc finalement, vous retrouvez avec ces acteurs absolument énormes qui sont de fait les seuls à résister à ces campagnes, mais qui du coup se retrouvent sans concurrence. Et c'est là qu'est l'irresponsabilité, et c'est là que s'arrête le processus d'innovation. Donc c'est pour ça qu'on ne doit en aucun cas courber les chines devant des groupes d'environnementalistes qui essayent de nous impressionner avec leurs études et leurs campagnes médiatiques, parce que le véritable développement durable, c'est basé sur la responsabilité individuelle, sur la concurrence, et ça, c'est nous, enfin, je veux dire, ce sont les libéraux qui ont les principaux arguments. Le profit, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça oblige les entreprises à faire mieux que les précédentes, avec moins de ressources, donc d'avoir un impact environnemental plus faible. Je vous remercie.